dans la présentation, vous allez avoir pas mal de mots qui peuvent être en anglais. Ça peut être... j'essayais le mieux faire de traduire en français. Et il y a aussi quelques mots dans les langues indiennes. Parce que les technologies, souvent, ils sont traduits dans les langues indiennes. Et ça, parfois, ça peut être un peu compliqué. Mais je vais essayer de vous expliquer, en fait. Donc, pour commencer, en fait, je vais commencer avec une anecdote personnelle, parce que je suis originaire de l'Inde, donc je viens de la région de Bengale. Et donc, j'ai commencé à apprendre, en fait, la langue bengali. C'était la langue qu'on parlait, en fait, là-bas. Ensuite, je suis allé dans une école anglaise, donc j'ai appris anglais britannique. Ensuite, maintenant, j'ai ma famille aux États-Unis et je vis en France. Donc, dans les langues, en fait, j'ai le bengali, j'ai anglais britannique, j'ai anglais américain et aussi la langue indienne comme hindi, bengali et aussi langue indienne anglais, en fait. Parce qu'anglais, en Inde, ça ne se parle pas de la même façon, en fait. Vous voyez. Et pourquoi je dis ça, en fait? Parce que c'est le pain point actuel en Inde. C'est parce que les modèles de IA, ils ne sont pas adaptés, en fait, encore avec cette situation, en fait. Et donc, les problèmes que j'ai, c'est à peu près le même problème analogue avec le système IA, les LLM indiens. Donc, ça, c'est une anecdote qui révèle, en fait, le problème de base aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle le pays essaye de développer les LLM qui sont adaptés pour les langues indiennes. Et donc, aussi, le problème, par exemple, quand on utilise un outil comme Midjourney, dans le contexte indien, on demande, par exemple, de faire une image de mariage. Ils vont envoyer, en fait, une image de mariage qui se passe dans une église. Mais par contre, les mariages indiens, c'est un autre système dans les temples. Donc là, c'est des systèmes qui n'arrivent pas à encore faire ces distinctions culturelles. Donc, d'où l'importance maintenant, en fait, d'adapter, en fait, tout le système IA dans le contexte indien. Donc, je commence comme ça. En fait, comme ça, vous connaissez, en fait, le problème déjà. Donc, le sujet d'aujourd'hui, en fait, on va faire un peu mélange de tout ce qui est l'IA, comment ça se passe, l'écosystème technologique, un peu le réglementaire dans le pays. Aussi, il y a pas mal de géopolitique et tout. En fait, tout est mêlé, en fait, dans le sujet. Et donc, si vous avez déjà travaillé dans le pays, vous êtes allé en Inde, ou vous travaillez avec les développeurs indiens, ou vous avez le projet d'aller travailler là-bas, ou collaborer avec des business en Inde, je pense que ça peut être très utile. En général, je fais ça avec des clients, dans le contexte très fermé et privé, mais là, aujourd'hui, c'est la première fois que je fais dans un contexte public. Donc là, les images, en fait, ça vient d'un artiste indien qui s'appelle Pratik. Lui, il est spécialisé dans l'art qui s'appelle Indo-futurisme. C'est l'art qui inspire de science-fiction un peu. Donc lui, maintenant, il est très fort, en fait, donc il fabrique ces images. OK. Donc pour commencer, en fait, bon, on est le pays le plus peuplé du monde, 1,4 milliard. Et donc ça, vous pouvez imaginer, en fait, le nombre de données qui circulent, les achats, les communications, le nombre de téléphones portables dans la main des gens. Et le téléphone portable, aujourd'hui, il implique l'utilisation de chips AI, c'est-à-dire les puces IA qui sont adaptées pour les portables. Donc ça, c'est les portables. Et il y a moins en moins de laptops. On n'a pas trop de laptops, mais par contre, tout le monde a presque des téléphones portables. Le secteur technologique, c'est aujourd'hui génère un chiffre d'affaires de 245 milliards, mais en France, c'est moins. C'est le pays... on génère plus de chiffres parce que à l'heure actuelle, c'est le 5e PIB mondial. Je pense que dans pas longtemps, ça va passer vers le 3e, ça va dépasser le Japon. Cela veut dire que quand on agrège, c'est une agrégation de tous les revenus du pays, c'est le PIB. Par contre, souvent j'ai cette réflexion, mais le pays est très très pauvre. Oui, c'est vrai. C'est parce qu'on pense tout de suite à des revenus par capita, ce qui n'est pas la même chose que le PIB, en fait. Donc oui, effectivement, le revenu par capita est très bas, donc on est à 125e ou 135, je crois. Langue principale, c'est 60. C'est très difficile à répertorier, mais c'est très important, en fait, ce chiffre pour développer des systèmes IA.
parce que l'IA, on parle des langues, des modèles de langage, donc il faut prendre en compte toutes ces langues, en fait. Et donc, il y a des autres langues, ça veut dire que c'est des variations de la langue principale avec des dialectes ou autres, et dont 70 qui n'a pas de données numériques. Donc, on n'a jamais écrit des textes là-dessus. Donc, la seule façon de capter ces données, c'est enregistrer la conversation entre les gens qui parlent, en fait, dans chaque région. Les pôles technologiques, ça se trouve, je ne sais pas si vous avez déjà visité l'Inde, en fait, le pays. Donc, c'est principalement dans le sud de l'Inde, sauf exception, c'est Delhi, qui est dans le nord. Mais sinon, Hyderabad et Bengaluru, en fait, c'est les noms à retenir. Ça se passe, en fait, là, tous les développements de l'IA. Alors, nombre d'États en Inde, c'est un peu comme aux États-Unis. En fait, il y a des États. Et il y a 28. Et ça veut dire que, potentiellement, 28 initiatives IA séparées et distinctes peuvent être mises en place. Donc, vous comprenez les complexités de la situation. Caractéristique, c'est multimodal. Donc là, les gens en fait là-bas sont naturellement très portables, vidéo, texte. Et donc ça marche dans toutes sortes c'est un peu multimédia, multilingue, bien évidemment, plusieurs langues partout. Mobile first. Comme je disais, en fait, il n'y a pas assez de portables, mais c'est plus des téléphones mobiles. Et maintenant, ça devient voice first. Cela voudrait dire qu'on écrit moins en moins, mais toutes les communications, ça se passe par la voix, en fait. Donc, il faut des systèmes, l'IA, qui peuvent traiter, en fait, les voix. Et ça, c'est un peu... India Stack, c'est le Digital Public Infrastructure, en fait. C'est infrastructure publique numérique, c'est le vertèbre, en anglais, le backbone, en fait, du système indien. Donc, il comporte la gestion de données d'identification des citoyens, qui est énorme, en fait, 1,4 milliard, donc des données à gérer. Ensuite, il y a le paiement, ça veut dire que les paiements par téléphone. Et troisième pilier, en fait, c'est l'agrégation des comptes. Ça veut dire qu'un individu a plusieurs comptes, il paye des impôts, il a des banques, il a d'autres comptes, et il faut qu'il y ait un flou entre toutes ces données pour pouvoir faire les analytics et traiter. Donc ça, c'est les 3 piliers en fait du gouvernement, de infrastructure publique en Inde, en fait, de technologie. Donc ça, c'est en fait c'est la base qu'il faut retenir. Et là, on passe à des tendances clés du moment. Donc ceux qui travaillent avec l'Inde, il y a des sociétés qui s'appellent des sociétés, en français, c'est les sociétés de sous-traitance. Donc il y a énormément de développement en France et ailleurs en fait qui se fait en Inde, donc vous travaillez avec des développeurs indiens. Et avant, on appelait ces sociétés les BPO, ça veut dire que Business Process Outsourcing. Outsourcing, c'est la sous-traitance. Aujourd'hui, on les appelle les BPM. C'est les valeurs ajoutées, en fait, donc du business. Et donc, voilà. Et il y a continuellement les efforts de réduction de coûts, parce que les clients occidentaux, ils veulent des services à des moindres coûts, donc ils veulent payer moins. Donc ils imposent toutes sortes des consignes de faire de l'automatisation ou faire des systèmes qui font réduire le coût, en fait. Ensuite, il y a le marché du travail c'est très grand, ça veut dire qu'il y a énormément de candidats dans le marché, ce sont tous des software engineers, mais aujourd'hui, ça commence à impacter en fait les salaires. Ça veut dire que quelqu'un qui sort d'un grand école indienne qui s'appelle IIT, il n'a pas assez de salaire, les salaires sont en stagnation, en baisse. Et bien évidemment, vous avez tous entendu parler de licenciements qui s'est passé cette année, quoi. Donc en Inde, c'était 64 000 licenciements par des acteurs majeurs d'ailleurs. Et voilà. Et il y a des automatisations et système IA en fait, qui est utilisé de plus en plus dans les métiers tels que les testing, les qualités d'assurance et les coding. Donc si vous êtes dans ce genre de métier, peut-être que ça vous intéresse les chiffres. En fait. Bon, je ne veux pas être des points trop négatifs non plus. Et donc, là, vous voyez en fait quels sont les pays d'exportation de services IT indiens. Donc le pays d'exportation le plus important, ça reste toujours l'Amérique du Nord, suivi par l'Europe. Il faut noter qu'en Europe,
c'est pas la France qui est le pays qui exporte le plus de services, mais c'est plutôt l'Allemagne. Donc l'Allemagne, en fait, ça reste le pays exportateur majeur en fait, des services indiens. Et donc après, suivi par Singapour, Hong Kong, Japon, Australie, Moyen-Orient, Afrique un peu aussi. Et donc voilà, vous voyez la situation de export des computer services. Et donc, dans ce chiffre, en fait, il y a aussi tout ce qui est lié avec intelligence artificielle, bien évidemment. Alors, maintenant, je vous explique quelques mots vocabulaire. Si jamais vous êtes emmené à travailler avec l'Inde, il faut comprendre en fait qu'est-ce que ça veut dire, ces mots-là. Donc, BPO, en fait, comme je vous disais, c'est Business Process Outsourcing. C'est plutôt technique, opérationnel, qu'on sous-traite là-bas. Ensuite, le BPM, c'est le Business Process Management, comme je disais, gestion des processus métiers. Et le GCC, c'est très important. Il faut apprendre en fait qu'est-ce que c'est. Le GCC, c'est le Global Capability Centers. Ça veut dire qu'une entreprise de CAC 40 français, ils peuvent avoir un centre de recherche et développement en Inde, qui font des travaux très niches. En fait. Et donc aujourd'hui, il y a 1630 GCC en Inde. C'est majoritairement des Occidentaux en fait, qui sont basés là-bas pour développer des services et des fonctionnalités très niches là-bas. Et donc, dans les exportations, ça représente 47 milliards USD, emploie 66 millions de salariés en fait, dans les GCC. Donc ça, c'est très important. Et maintenant, on a des sociétés indiennes qui installent les GCC en France. Donc, Tata Consulting Services, c'est une société indienne. Ils ont leur GCC à la Défense, par exemple. Ensuite, il y a aussi le COI, c'est le Center of Excellence, en fait. C'est des centres spécialisés dans les domaines très niches. Donc, ce n'est pas des GCC, mais c'est des domaines encore plus niches, en fait, où se passent des recherches. Donc, ça, c'est un mot que vous allez entendre parler souvent maintenant. Et le KPO, c'est le Knowledge Process Outsourcing. Ça veut dire que si vous avez besoin de faire une documentation, un white paper ou un livre blanc, des recherches ou des choses assez poussées en termes de préparation de documents, les présentations et autres. Donc là, ils font là-bas, en fait, ça s'appelle le KPO, le Knowledge Process Outsourcing. Et le dernier, c'est NASSCOM, c'est National Association of Software and Service Companies. Donc ça, c'est un syndicat professionnel qui gère un peu tous les écosystèmes dans les États différents en Inde. Donc ils font un travail... donc ils ont pas mal de chiffres qu'ils nous donnent. Donc ça, c'est des mots en fait à comprendre parce que beaucoup de sociétés américaines, ils travaillent avec l'Inde. Donc ça, c'est le même vocabulaire utilisé. Après, moi, je n'ai pas voulu trop les traduire parce que ça ne sert pas à grand-chose. Après, vous allez de toute façon avoir affaire avec ces mots, en fait. En français, ça ne donne pas grand-chose. OK. Maintenant, IA en Inde, qu'est-ce que c'est? En fait, bon, après, dans le classement mondial, le 8e pays pour les brevets, le 4e pour les publications de recherche, et chercheurs en IA, c'est 20% des chercheurs sont d'origine indienne. Maintenant, la question que je me pose maintenant, est-ce que c'est l'origine ou la nationalité qu'il faut prendre en compte? En fait, c'est un débat vaste. Ensuite, stratégie nationale, il y avait un document publié en 2018. C'était la première stratégie nationale déclarée en fait du pays, mais c'est assez généraliste et maintenant le document est assez daté en fait, donc c'est pas actualisé. Et ça, c'est intéressant, c'est pour ça que j'ai souligné, en fait, la production de données. Donc l'Inde est responsable de 20% de la production de données mondiale. Donc vous voyez, c'est une richesse de données avec tout ce qu'on peut faire avec le LIA ou autre, donc c'est énorme. Mais par contre, le problème dans le pays, c'est qu'en termes d'infrastructure, il héberge seulement 2% des serveurs mondiaux, probablement de besoin de renforcement des centres de données. Donc si vous êtes dans ce genre de métier, de data center ou les computes, infrastructures, les puces ou autres, ça, il y a beaucoup de choses à faire. Et le gouvernement en fait, cherche des talents et des entreprises à venir aider à développer ce secteur des infrastructures. Donc ça, c'est vraiment, et pour la souveraineté et l'indépendance avec l'IA ou autre, c'est important d'avoir les données sur le sol, dans le territoire indien.
Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, c'est nécessaire d'avoir des data centers en fait, sur place. Voilà. Donc, qu'est-ce que fait le gouvernement indien pour l'intelligence artificielle? Cette année, il y a 2 mois, en fait, on a publié le projet de mission indienne de développement de IA. Parce que maintenant, c'est le AI race. Ça veut dire qu'on est tout le monde en train de faire la course pour l'IA. Donc, du coup, on a un budget. C'est pas énorme. Je crois que la France, c'est un peu le double. Mais l'idée, c'est de faire progressivement et ne pas tout mettre d'un coup, en fait. Donc, il y a un budget alloué pour l'infrastructure, comme vous voyez, je disais les data centers. Et ensuite, il y a le partenariat privé-public, parce que ça ne marchera pas si c'est que le gouvernement qui essaye. Donc, c'est... Et maintenant, vous voyez, comme GPU, c'est très, très demandé. Et c'est très difficile à les obtenir, en fait. Donc, 1000 GPU, accélérateurs, c'est des hardware, en fait, les TPU, le Tensor Processing Unit, dédiés à des modèles de langage, en fait. Donc, ça, le gouvernement veut les avoir. Ensuite, il y a les plateformes de jeux de données, ça s'appelle India Data AI Datasets. Donc, les jeux de données publics et privés anonymisés qui vont être mis à disposition à des entreprises ou autres pour travailler, en fait, les modèles de langage. Ensuite, il y a le développement d'applications. Pour développer, vous pouvez dépendre sur les startups, vous pouvez dépendre sur les investissements des privés, ou bien une autre technique, c'est d'organiser un concours. Donc vous dites à tout le monde que voilà, on a un concours, on a un prix, donc tout le monde venez avec vos projets, montrez-nous, donc on va faire une comparaison pour trouver le meilleur projet en fait. Donc ça c'est une technique d'avoir des projets IA. Centre d'innovation, AI Hub, soutien aux startups, vous voyez les chiffres qui sont dédiés à ça. Projet Vani, ça c'est intéressant parce que je parlais de la langue. Donc ça c'est un projet pour créer un jeu de données dans les langues indiennes. Donc on est en train de travailler avec des enregistrements, des gens qui parlent, des conversations, donc comme ça. Après on va les retranscrire et on va créer des jeux de données en fait. Donc, ça c'est une initiative publique en fait qui s'appelle le AI Mission en Inde, en fait. Donc là, si vous voulez aller en Inde, quelqu'un a déjà visité le pays ou pas ici? Ah, bah voilà, des connaisseurs. Donc, si vous voulez travailler dans l'IA, il faut aller dans cet État qui s'appelle Telangana. Et donc, Telangana, en fait, il y a la grande ville, ça s'appelle Hyderabad. Et là-bas, ça se passe beaucoup de choses. Donc, c'est l'État qui est le plus important pour développer tout ce qui est IA. Donc, vous voyez une liste comment dire, les projets l'IA qui veulent développer. Donc, le gouvernement va transformer avec l'IA, développer le modèle, l'IA pour l'emploi. Et compute capacity, c'est comment dire en français? Compute, c'est comment dire, le pouvoir traiter informatiquement en fait les données. Donc voilà. Ensuite, on a IA à l'école. Ensuite, IA pour efficacité, data exchange, IA pour les citoyens ou autres. Donc, c'est tous les projets en fait de l'État. Donc, si ça vous intéresse, il faut diriger vers cet État qui s'appelle Telangana. Alors, la procuration de hardware, c'est très important parce que tout le monde cherche les puces IA en ce moment, qui devient très difficile à obtenir. Donc, il y a 4000 NVIDIA H100 GPU. C'est les derniers modèles en fait, de GPU qui étaient acquis par l'entreprise qui s'appelle Yotta Data Center Services pour une utilisation avec leur cloud. Et ils veulent acheter la nouvelle version de puce qui s'appelle le Blackwell GPUs, en fait, qui va venir en octobre 2024. Vous voyez, ça va devenir très difficile parce qu'il y a très peu de puces en fait, qui sont fabriquées. Et il y a beaucoup de demandes en fait, pour ça. Et sans les puces, on ne peut pas aller très loin avec l'IA. Ça va s'arrêter en fait. Et donc, l'initiative, c'est que cette entreprise qui va obtenir ces puces-là, ils mettent à disposition en fait leur compute engine et leur cloud à des startups avec un accélérateur programme
pour qu'ils puissent développer en fait les technologies. Et l'autre, c'est acquisition de... Pour le supercomputer, ils ont acheté 8 plus H5 GPU, en fait. Donc, voilà, c'est les grandes nouvelles des achats technologiques de l'année. OK, donc si quelqu'un s'intéresse à des modèles de données, par exemple les caractéristiques et les spécificités, les paramètres, les fine-tuning, des tokens, etc. Donc là, c'est des modèles principaux à connaître. Donc ça, c'est tous spécialisés pour les langues indiennes. Le premier s'appelle le Sarvam 2B. Et donc, si vous regardez bien, le dataset contient 2 trillions de tokens en anglais et 2 trillions en indien. Donc ça veut dire qu'il essaye de faire 50% en langue indienne et 50% en anglais. Donc c'est un peu un équilibre, en fait. Ensuite, on a des modèles comme CrewTrim pour 20 langues indiennes. Ensuite, le projet, en fait, ça, c'est en train d'être développé. Par contre, il faut comprendre la société NVIDIA américaine, en fait, ils sont très forts. Et donc, ils ont à peu près le quasi-monopole de marché indien. Grok, c'est pas encore arrivé, mais je pense que c'est une bonne chose d'avoir la concurrence dans le marché aussi. En fait. S'il y a un monopole de NVIDIA, c'est mon avis en fait, perso. Donc ça, en fait, il faut prendre, par exemple, si vous prenez une photo, vous pouvez faire des recherches pour chercher en fait, des infos beaucoup plus poussées en termes de data science. Qu'est-ce que c'est? Alors, les big players, ça veut dire que c'est comme des entreprises CAC 40 français, sauf que c'est que des entreprises technologiques indiennes. C'est important de les suivre, en fait, parce que c'est pas comme des startups. Les startups, quand ils font une technologie, ils sont agiles, ils sont très rapides, ils sont disruptifs. Mais les grandes entreprises, ils ont la tendance de faire des plateformes de données, plateformes IA, qui sont un peu lourds, en fait, ça marche lentement, mais c'est important de suivre pour voir en fait comment ça avance, parce que c'est eux, c'est les plus grandes, comment dire, des entreprises qui embauchent aussi, donc il faut savoir ce qu'ils font. Donc TCS, on a TCS en France, bien évidemment, à Paris. Donc ils font un Wisdom Next, ça s'appelle leur plateforme de l'IA, avec les code assistants. Ça veut dire qu'on peut comprendre quels sont les points qui sont importants pour l'entreprise. Donc code assistant, ça veut dire que pour assister à tout ce qui est programmation. Donc là, code assistant, multimodal input, ça veut dire que les inputs dans le système, ça devient multimodal, le vidéo, l'audio, le texte ou autre. Et multimodèle aussi, ça veut dire qu'ils ne se contentent pas avec un seul modèle, mais ils veulent comparer des modèles différents dans la même plateforme. Vous avez le choix d'opter pour GPT-4 ou Bard ou autre pour faire vos opérations, pour voir. Et ensuite, ils ont aussi la surveillance de FinOps. FinOps, c'est le coût. En fait, il faut suivre les coûts en fait, de générer des données ou vos opérations. Il y a un coût. Donc, vous pouvez suivre en temps réel et monitorer en fait, les coûts que vos opérations coûtent. En fait. Utilisé dans le secteur classique, la banque, finance, compte consommation, industrie, voyage. Infosys, c'est la deuxième entreprise importante. Ils font une plateforme qui s'appelle Topaz. Donc, assez classique également. HCL Tech, c'est tous dans les côtés en bourse. Ils font l'accélération de développement de logiciels. Donc ça, c'est le secteur qui va être impacté. Ça veut dire que des gens qui font les codes et programmation, je pense que... Voilà. Et transformation de processus métier, c'est le business platform dans laquelle quelqu'un qui fait la vente, il a un certain nombre d'opérations qu'il doit faire manuellement. Maintenant, il y a IA générative qui a été injectée dans ces task points. Un task point, c'est un point où on a besoin de l'humain pour faire quelque chose. Donc, c'est les assistants intelligents qui vont venir vous aider à accomplir votre mission. Si on les interroge sur qu'est-ce que va faire en, fait, en termes d'emploi, est-ce qu'il y aura des licenciements ou autres, donc tout le monde ils disent c'est que maintenant l'IA c'est humain augmenté. On ne dit jamais que ça va remplacer l'humain, c'est toujours human in the loop. Et l'humain doit être augmenté par l'IA. Donc, en aucun cas, en fait, on remplace l'humain avec l'IA. En fait.
Et au final, encore une autre entreprise, grande entreprise, que vous voyez, c'est le SDLC, c'est Software Development Lifecycle, qui est maintenant automatisé en fait, avec tout ce qui est IA. Donc c'est un peu les tendances maintenant dans les grandes entreprises. Donc si jamais vous travaillez dans ces secteurs, donc, il faut attendre à travailler avec ces outils-là. Ok, les startups en Inde. Donc on a un peu regroupé en fait, les startups dans les thématiques parce qu'il y en a tellement que c'est très difficile à les répertorier et voir en fait, et les suivre. Donc, au top, en fait, vous voyez, c'est le marketing et sales. Donc, tout ce qui est lié avec marketing sales, ça marche mieux. Ensuite, les support clients, suivi par les créations de médias. Ça veut dire que vous générez l'image, texte ou autre. Donc, ça, c'est tous les outils, les startups qui travaillent dans ce domaine-là. Ensuite, on a DevOps, infrastructure, LLMOps. En fait, ça, c'est des IA utilisés aussi. Et ça, c'est le dernier, c'est le secteur le plus intéressant parce que c'est l'IA, startup IA qui travaille dans les drug discovery, c'est-à-dire que c'est découverte de nouveaux médicaments, le financial services, recruiting, etc., et cybersécurité. En fait. Donc ça, c'est l'écosystème de startup IA en Inde. Et il y a tous les startups, je crois que 70% des startups dans toutes les technologies, il y a de l'IA qui est incorporée en fait. Ensuite, les GenAI use cases, ça veut dire quels sont les cas d'usage de l'IA générative aujourd'hui dans le pays. Ça, c'est pas le startup, c'est un autre sujet. Donc là, on voit, le premier, c'est les Intelligent Task Point Assistant. Ça veut dire qu'à chaque fois il y a l'humain qui arrive, il est aidé par un assistant de l'IA dans chaque manipulation humaine. C'est à 35% d'utilisation, c'est pour les assistants humains, en fait, assistants IA. Ensuite, il y a Marketing Automation, suivi par Document Intelligence. Si vous connaissez Document AI de Google, c'est les traitements, le processing des documents, des documents textes. Ensuite, les clients, en fait, les chatbots, Coding Assistant et Process Automation, c'est encore très peu, mais ça, je pense que ça va augmenter très rapidement. Ça veut dire que ça va être automatisé, les processus et les codes, les copilotes, des choses comme ça. Donc ça, c'est l'utilisation actuelle de l'IAGN en Inde. Donc c'est des rapports de Ernst & Young. Donc ça, c'est le développement de partenariats. C'est très politique parce que chaque région a son propre Chip Act. Aux États-Unis, ils ont le Chip Act qui, comment dire, ils sont pas très cool avec exporter leur technologie ailleurs. En fait, ils veulent garder le savoir connaissance dans le pays. Et ça aussi permet des gouvernements de donner des subventions en fait, dans ces secteurs. Donc, la stratégie indienne, c'est Make in India for the World. Ça veut dire qu'on fait en Inde et on vend d'ailleurs. Et en France, je crois qu'on a le mot qui s'appelle Choose France. C'est aussi en fait ces stratégies. Donc, il y a beaucoup de potentiel, mais la fabrication de chips est très très complexe aujourd'hui. C'est que Taïwan qui monopolise le marché, donc TSMC, en fait, l'entreprise qui a presque le quasi-monopole. Donc il y a des partenariats, il y a ça s'appelle les joint ventures, ça veut dire que des business ventures ensemble. Donc vous voyez, Ola, en fait, il s'associe avec des fabricants concepteurs, des designers et les fabricants canadiens. Ils fabriquent le chip qui s'appelle le Body AI chip et Body AI 2. Donc ça, c'est les chips qui sont spécialisés dans l'inférence. Parce qu'il y a des inférences et il y a aussi l'entraînement. Donc ça, c'est des chips qui sont bien spécialisés dans l'inférence. Et ensuite, on a les chips maintenant qui arrivent, qui sont spécialisés dans le edge computing, en fait. Ça veut dire que dans tout ce qui est les devices que vous avez dans la main, en fait, donc il y a des chips pour ça. Et donc d'autres partenariats avec États-Unis et Tata ou autres. Ils ont créé comment dire, les MOU, le Memorandum of Understanding, en fait, avec Singapour. Mais il y a beaucoup d'initiatives, mais il y a peu qui marchent, en réalité. C'est très complexe. Ensuite, ça c'est le projet de formation.
Donc, ils veulent former, vous voyez, en vert, en fait, ça, c'est les citoyens experts. Donc, ils veulent former des citoyens indiens pour comprendre les normes de la sécurité des systèmes IA et être familiarisé avec qu'est-ce que c'est l'IA ou autre. Donc, ça, c'est énorme, en fait. Donc, là, ils comptent former 1 milliard de personnes, en fait, pour sensibiliser dans la sécurité de l'IA. 40 millions, en fait, c'est l'objectif de former des experts dans les domaines. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on cherche énormément d'experts domaines. Donc, si vous connaissez le secteur de la pharmaceutique, je sais pas, agriculture ou autre, donc il faudra vraiment bien connaître votre domaine pour ensuite pouvoir ajouter tout ce qui est IA génératif dans vos secteurs, dans vos métiers. Donc, on cherche énormément de personnes qui connaissent bien leur métier de domaine, en fait, experts de domaine. Et ensuite, 1 million, en fait, ils veulent faire des data scientists ou des modélisations, experts en intégration, gestion des workflows. Donc ça, vous voyez le projet global de comment, en fait, former des gens dans le domaine de l'IA. Alors là, c'est un peu complexe, mais en gros, c'est toutes les réglementations qui sont arrivées l'un après l'autre. Il y a beaucoup qui sont un peu périmées. Et donc, le dernier, qui date de mars 2024, c'était un conseil au gouvernement parce qu'il y avait les élections qui arrivaient. Et donc, c'était pour dire que ces points de vigilance, de ne pas avoir les discriminations ou les biais pendant les élections. Donc, il fallait être vigilant. Donc, c'était un conseil, en fait, qui a été sorti en mars. À retenir, en fait, août 2023, c'était DPDP. Ça veut dire que Digital Personal Data Protection, c'est l'équivalence de RGPD. Donc, si vous travaillez avec et vous faites les transferts de données dans le pays, parce que vous sous-traitez vos opérations et tout, donc je pense que c'est intéressant à voir quels sont les points de convergence, de divergence, et analyser les risques par rapport à RGPD et ce texte-là, DPDPA, en fait. Ensuite, il y a chaque secteur, par exemple le télécom, ils donnent leur propre consigne, donc chaque secteur, chaque vertical, en fait, il essaye de réguler un peu comme ils peuvent, mais il n'y a pas quelque chose de global, général, en fait, qui est applicable à tous les domaines. En fait. Donc là, c'est des aspects réglementaires qui ne sont pas tech, parce que l'IA, ça utilise les images qui est créées par un artiste ou, je sais pas, une vidéo qui est créée par quelqu'un d'autre, et ils mélangent tout ensemble pour faire A plus B, ça devient C. Et donc, il y a la question de tout ce qui est les intellectual property, notamment, c'est IP, c'est propriété intellectuelle, et les copyright, les protections des consommateurs, etc. Donc ça, c'est des réglementations non-tech qu'il faut prendre en compte, en fait, dans tout ce qui est les régulations IA, en fait. Donc, je pense qu'en France, ça devrait être un peu la même chose, mais je n'ai pas encore suivi. Donc, l'état de responsable d'IA, parce que c'est un sujet qui est très important maintenant. IA responsable, ça doit être incorporé dans chaque plateforme. Donc, les grandes entreprises, je vais montrer le slide précédent, ils ont ce volet en fait, de IA responsable dans chacun de leurs solutions technologiques. Et donc, il y a tout le monde, on est d'accord que l'intelligence artificielle doit avoir il faut avoir comment dire, des checks et des contrôles et tout, mais par contre, personne n'est d'accord quels sont concrètement comment faire. Donc c'est très complexe parce qu'on est d'accord sur le principe, mais quand ils arrivent à le faire concrètement, c'est assez flou et complexe. Donc la stratégie qu'ils ont prise, c'est ils ont une approche multi-parties prenantes. En anglais, c'est des stakeholders. Donc, il y a l'IA responsable qui est applicable pour les développeurs, pour les déployeurs et les populations impactées. Donc, on les sépare en 3 parties. L'IA responsable, donc, c'est les groupes de travail. Ensuite, aussi, en fait, l'IA responsable, il faut prendre l'approche qui s'appelle approche basée sur les cas d'usage. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire, voilà, le responsable IA ou des régulations, c'est applicable dans toutes sortes d'opérations avec l'IA, non. Ici, c'est, par exemple, la reconnaissance faciale, la FRT, Facial Recognition Technology, en fait. Ça, c'est un domaine très important, en fait, tout ce qui est responsable IA. Et DigiJatra, ça c'est un mot indien, pour tout ce qui est embarquement dans l'avion, ça doit être assisté, en fait, par l'IA.
Donc, en commençant par l'entrée à l'aéroport jusqu'à... On est assis en fait, dans l'avion, donc tout doit être fait par l'IA. En fait. Mais ça demande beaucoup comment dire, l'IA responsable parce qu'il y a question de visa, des contrôles, des sécurités, immigration, etc. Donc, il faut voir, en fait, il faut appliquer les règles de responsable IA. Donc, ça, c'est les documents, en fait, si ça vous intéresse, aller plus loin, donc vous pouvez le faire. Et ça, c'est les organisations clés qui travaillent sur le sujet de l'IA responsable dans le pays. C'est les think tanks publics. Ensuite, on a bien sûr l'UNESCO, l'Organisation de coopération de développement de commerce, et les pays de Quad. Parce que l'Inde, ça fait partie des Quad. C'est les Anglo-Américains, en fait, qui travaillent ensemble pour réfléchir à des sujets de responsable IA. Ensuite, il y a une coalition des parties prenantes très différentes, venant des secteurs assez divers et variés, qui viennent ensemble, qui font un brainstorming pour travailler en fait, sur les 4 thèmes. C'est l'IA centrée sur l'humain, innovation, gouvernance et infrastructure publique. Donc, c'est bien, en fait, comme ça, on a des points de vue des acteurs divers et variés, en fait, qui donnent leurs avis et des conseils au gouvernement, ceux qui font la loi, en fait, sur comment procéder avec l'IA. Donc, il y a des startups, il y a l'industrie de la tech, société civile, universités, les indépendants. Donc, ça, c'est les logos, en fait, ils travaillent tous ensemble pour le Core IA, s'appelle. Donc là, au final, c'est le slide, quelques recommandations et les préconisations. Donc il faut, si vous vous intéressez à ce sujet-là, il faut faire un veille un peu proactif sur l'actualité, mais mondiale. Parce que le supply chain, la chaîne de approvisionnement, ce n'est pas localisé d'un pays. Il faut suivre la totalité de Taïwan, ce qui se passe là-bas, États-Unis, les lois Chip Act, l'Europe et tout. Donc, c'est un ensemble en fait, qu'il faut suivre. Donc, les sujets à suivre, c'est l'économie, supply chain, les géopolitiques, les relations internationales ou autres. Explorer davantage les partenaires, les prestataires IT qui sont niches et spécialisés. C'est important parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire, voilà, vous faites de l'IA, très bien, on travaille avec vous. Non, il faut savoir qu'est-ce qu'ils font exactement et trouver des solutions adaptées à vos use cases. Ensuite, si vous travaillez dans le domaine des data et les data warehouse, les data lake, data lakehouse ou autres, Snowflake, Databricks et tout, donc là, je pense que c'est intéressant parce que la donnée en Inde est tellement fragmentée et dispersée dans tous les sens, c'est qu'il faut les collecter ensemble, les traiter pour pouvoir générer de valeur. Donc, toutes les solutions technologiques en fait, qui travaillent dans ce domaine, c'est nécessaire et il en manque. En fait. Il faut aller proposer vos solutions en fait, là-bas. Et aussi identifier les développements dans le hardware, comme je disais, les puces IA ou autres. Donc, c'est très important. Et le mot de fin, en fait, c'est qu'il faut prendre en compte des dimensions interculturelles. Parce que là, on entre vraiment dans tout ce qui est la langue, la culture, les biais, voilà, des biais, des aspects interculturels, donc il faut bien comprendre pour pouvoir développer vos activités en Inde. Voilà, donc ça c'est mes préconisations. Voilà, pour vous connecter avec moi, je fais un peu tout. En fait, je suis consultant data, l'IA, impact analysis, product, project. Je suis aussi conseiller pour des affaires internationales et voilà mon LinkedIn. Finished. Bon, si vous avez des questions. Merci beaucoup pour la présentation. Je pense que ça va. Vous avez parlé justement de l'IA responsable et de l'IA Act. Du coup, ma question c'est est-ce que l'IA Act est suivi en Inde en fait, ou pour l'instant, en gros les acteurs, voilà, ça les intéresse pas parce qu'il y a tellement de problématiques internes et de réglementations disperses. Alors en fait, ok. Donc en fait, il faut se mettre dans la perspective des Indiens, il faut se situer à la place des Indiens pour voir ce que l'Europe a formulé le LIA Act. Ensuite, il y a les États-Unis qui fait une autre chose. Avec la Chine, ils ont une autre idée en tête. Donc, l'Inde, à l'heure actuelle, ils sont en attente
pour voir comment ça va avancer. Donc c'est wait and see pour voir comment ça se passe. Et après, ils vont progressivement en fait, appliquer en fait, tout ce qui se passe. Parce que l'IA Act, c'est une vision européenne de comment ça doit être géré. Ce n'est pas la même vision que les Américains, mais l'Inde est dans le carrefour de tous ces pays. Il faut prendre en compte l'ensemble pour pouvoir arriver à une conclusion qui est très complexe parce que c'est très dynamique la situation, ça change tout le temps, quoi. Donc c'est ça, en fait. Je dirais que c'est pas que des gens ne veulent pas appliquer, certainement, en fait, ils sont d'accord avec le principe, mais concrètement et opérationnellement, comment faire, je pense qu'il faut attendre un peu.